Je vous en prie, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez introduit une pétition au sein de l'Assemblée française. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails à ce propos? Bien sûr, je suis parti d'un postulat, à savoir qu'aujourd'hui, 4000 de nos ressortissants ont décidé de partir combattre face au peuple palestinien et de participer à des exactions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et j'ai estimé qu'il était éminemment important de les faire ficher S, c'est-à-dire de permettre un suivi accru de nos services de renseignement sur ces personnes-là précisément, et d'imposer un suivi psychiatrique parce que j'estime que ces gens-là sont des bombes humaines. D'accord, mais lorsqu'on parle de cette pétition, pourquoi cette pétition? Quel en est le but au fait? Le but, effectivement, c'est de ne pas laisser impuni le fait d'être parti commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, on est quasiment à 30 000 victimes du côté palestinien, dont plus de 50% d'enfants. Et on a certains de nos ressortissants, soi-disant le pays des droits de l'homme, etc., liberté, égalité, fraternité, qui acceptent qu'un certain nombre de ces enfants aillent combattre et participer à un génocide. Donc il est hors de question de les laisser faire. Donc il faut savoir que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, a estimé que ma pétition était recevable. Il y a donc une deuxième étape pour que ce texte soit débattu à l'Assemblée, c'est qu'on obtienne désormais 100 000 signatures de citoyens, et on en est à 10% de l'objectif en une semaine. Vous en êtes à combien en fait? À peu près 10 000. Très bien, parfait. Alors, est-ce que vous avez du soutien pour votre pétition au sein de l'Assemblée française? Autant vous dire que pour l'instant, les parlementaires français regardent ça avec beaucoup de frilosité. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on se rend compte que dès que vous prenez position ouvertement et avec fermeté pour défendre la cause palestinienne, vous êtes vite jeté en pâture. Donc il y en a beaucoup qui ont peur. Donc aujourd'hui, autant vous dire que ça se compte sur les doigts d'une main, mais j'ose espérer que les parlementaires de gauche prendront rapidement position. Très bien. Vous m'avez dit que l'objectif est d'atteindre les 100 000 signatures. Une fois cet objectif atteint, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que l'Assemblée nationale va nommer un député qui sera rapporteur du texte au sein de l'hémicycle et qu'enfin, il y aura un véritable débat. Est-ce que le texte a des chances de passer? Franchement, c'est possible, mais il va falloir se battre. Et donc, j'invite toutes les personnalités publiques de France et d'ailleurs, justement, à prendre position et à expliquer qu'il n'est pas acceptable que l'on puisse laisser des gens partir commettre ces atrocités et qu'à côté de cela, il n'y ait aucune sanction, aucun suivi. Surtout que quand on parle de zone de guerre, il faut penser au choc post-traumatique. Le suivi psychiatrique que je propose et le fichage S, c'est une question aujourd'hui de sécurité nationale. D'accord. En parlant de ces 4000 personnes qui sont allées combattre aux côtés de l'armée sioniste, qui sont-ils ces personnes-là? Sont-ils des Français ou ont-ils la double nationalité? On a des deux. On a des deux, majoritairement des franco-israéliens. Et donc, en l'occurrence, on n'a pas l'intégralité des noms, mais il y en a qui s'affichent fièrement dans des groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, avec leur identité, allant jusqu'à narguer des représentants de la nation pour, par exemple, inscrire leur nom sur des missiles. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est juste inacceptable, il est peut-être temps de réagir. D'accord, vous m'avez dit qu'il y a les deux, les franco-israéliens et des Français aussi. Bien sûr. Est-ce que la loi française le permet? En théorie, et normalement en pratique, la loi française ne le permet pas. Il y a même des dispositions du code pénal qui interdisent justement d'aller combattre à l'étranger. Et force est de constater qu'il y a deux exceptions françaises. D'accord. Israël et l'Ukraine. Là, on parle de héros. Par contre, on va être un petit peu tatillon. Essayons une seule seconde de manière publique de dire laissez-nous aller défendre nos frères et sœurs palestiniennes et palestiniens. Pourtant, la France est un pays qui se dit respecter les droits de l'homme. Justement, il y a un deux poids, deux mesures. Et croyez-moi que dans ce cas de figure, notre porte serait pétée le lendemain par les forces de l'ordre françaises et qu'on serait placé immédiatement en garde à vue, on ne serait pas prêt de ressortir. Donc ce deux poids, deux mesures est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter qu'un certain nombre de nos ressortissants aillent combattre à l'étranger. Et surtout pas dans ce contexte-là. D'accord. Il y a un député français, en l'occurrence Thomas Portes, qui a appelé à poursuivre en justice ces 4000 personnes qui sont parties combattre aux côtés de l'armée israélienne. Exactement, et j'encourage cette initiative. J'invite Thomas Portes et l'intégralité de la NUPES, donc la coalition de gauche à l'Assemblée nationale française, à aller plus loin. Saisissez la possibilité de faire ce référendum populaire. Faites en sorte d'impliquer les Français, puisque vous avez une visibilité énorme, et faites en sorte d'imposer au gouvernement, qui a clairement pris le parti du camp sioniste, un référendum, une consultation populaire pour que le peuple français, majoritairement pro-palestinien, puisse s'exprimer sur cette question.
Est-ce qu'il y a-t-il d'autres personnes ou d'autres voix qui s'élèvent en France actuellement pour demander peut-être de revoir de façon impartiale ce qui se passe à Gaza, tous les crimes de guerre commis par l'État sioniste dans la bande de Gaza? Vous savez, on est quand même relativement nombreux. Je vais citer par exemple la militante franco-palestinienne Rima Hassan. Aujourd'hui, le problème, le cas Rima Hassan par exemple, en dit long sur la manière dont nous sommes traités. C'est-à-dire qu'on la jette en pâture. L'intégralité des personnalités sionistes, je vais citer Arthur, je vais citer l'ancien ministre, Madame Lenoir qui était ministre sous Raffarin, prennent position avec virulence en mettant en place des campagnes de harcèlement et de diffamation pour tout simplement invisibiliser et criminaliser la cause palestinienne et ceux qui aujourd'hui sont les voix de la Palestine en France. Ils s'en prennent même aux personnes qui soutiennent cette cause d'ailleurs. Bien sûr. Et pire que cela, lorsque nous sommes menacés de mort, il y a de ça 2 mois, j'ai reçu plus d'1 millier de menaces de mort. 3 personnes ont tenté de rentrer dans mon domicile. L'adresse et les photos des membres de ma famille ont été diffusées. Et j'ai le droit, en théorie, en tant qu'élu de la République, à une protection fonctionnelle que le ministre de l'Intérieur a refusé de m'accorder. Donc qu'est-ce qu'on attend? Et aucun parlementaire de la France Insoumise, par exemple, n'ont aujourd'hui de protection. Et donc nous tenons pour responsable, et nous tiendrons pour responsable l'exécutif français si malheur arrive. Et croyez-moi que c'est possible. J'en profite pour vous rappeler qu'en décembre, dans un groupe que j'ai infiltré, ils parlaient de David Guiraud, parlementaire également de gauche en France. Ils expliquaient qu'ils avaient son adresse et qu'ils allaient aller chez lui. J'ai prévenu les autorités qui n'ont pas réagi. Et début janvier, le 3 ou le 5 de mémoire, intrusion dans le domicile de M. Guiraud qui heureusement n'y était pas. Qu'est-ce qu'on attend? Mais pourquoi cet acharnement en fait? Parce qu'aujourd'hui, l'exécutif français est main dans la main avec les sionistes. Les sionistes, de manière générale, peuvent s'appuyer sur ceux qui instrumentalisent le judaïsme en France. Je pense notamment au CRIF, qui est une institution quasiment dans notre République. Et donc, de ce point de vue-là, le lobby sioniste étant extrêmement puissant, eh bien, le gouvernement courbe les chines et décide tout simplement de prendre leur parti. Et c'est inacceptable. En fait, ils s'en prennent à toutes les personnes qui affichent leur soutien à la cause palestinienne. Exactement. On est persona non grata. Et vous avez, par exemple, une ministre, d'ailleurs c'est assez marrant, qui est chargée de la lutte contre les discriminations, qui, il y a de ça 3 ou 4 jours, a déposé plainte contre moi pour antisémitisme, parce que justement, je défends la cause palestinienne et je combats le sionisme. Et il y a une espèce de manœuvre sur la scène publique française qui consiste à vouloir mettre l'amalgame dans la tête des gens, en expliquant qu'être anti-sioniste, c'est être anti-juif. Et donc c'est une fois encore inacceptable. Et d'ailleurs en France, les Français... Pourtant la différence est... Mais il y a une différence énorme. Et d'ailleurs, tous les juifs ne sont pas sionistes, comme tous les sionistes ne sont pas juifs. Et un certain Manuel Valls, sioniste parmi les sionistes en France, peut en témoigner. Il n'est pas juif et ça a été pourtant l'une des plus grandes voix dans l'exécutif sous François Hollande qui était fondamentalement sioniste. Et donc, cette tentative de manipulation de l'opinion publique, c'est quelque chose de bien rodé. Mais vous savez, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et je pense que la fin de ces tentatives de manipulation est très très proche. On l'espère. Par contre, si on parlait de vos positions par rapport à la cause palestinienne ainsi que le missile qui portait votre nom? Concernant le missile qui portait mon nom, franchement... Je suis resté sans réaction, comme si ça allait changer quelque chose au sort des Palestiniens ou à mon quotidien. Mais ça démontre bien que nos voix aujourd'hui dérangent. Elles dérangent si bien qu'ils se sentent obligés de nous provoquer en écrivant nos noms sur des missiles. Je me suis même permis un petit peu d'humour en disant que j'espérais que le missile soit aussi imprévisible que moi et qu'il se tromperait de trajectoire. À un moment donné... il faut être ferme dans ses prises de position. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai tenu absolument à avoir aujourd'hui ce discours, ce témoignage auprès du peuple algérien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays, ici le pays de mes origines par ailleurs, qui n'a jamais vendu ses principes sur la cause palestinienne. Le président Abdelmadjid Tebboune a été le plus ferme dès le 7 octobre d'ailleurs. Il était le premier à avoir appelé à... Et qui plus est, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une nouvelle résolution déposée à l'ONU par l'Algérie qui réclame que les mesures conservatoires exigées par les Nations Unies deviennent exécutoires, donc avec contrainte. Et j'estime qu'aujourd'hui, l'ONU, conformément aux revendications de l'exécutif algérien, se doit d'être ferme et d'exiger qu'Israël respecte le droit international qu'il viole depuis plus de 7 décennies et demie.
D'accord. Vous avez parlé du missile qui portait votre nom à ce moment-là. Tout le monde se disait qui est ce Ismail Boudjekana. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, donc j'ai commencé mon engagement très très tôt, à 13 ans, en écrivant un premier livre. J'en ai publié 4 sur des questions politiques. Je suis élu dans la petite ville de Grand Charmont, dans le Doubs, à la frontière suisse et allemande. Et à côté de cela, c'est vrai que je me suis beaucoup engagé, notamment sur la question palestinienne, qui m'est extrêmement chère. Et je suis le fondateur d'un collectif en France qui s'appelle Unis pour une meilleure société et qui a pour objectif justement de lutter contre toute forme de discrimination et d'injustice, avec notamment aujourd'hui une quinzaine d'avocats qui sont à nos côtés de manière totalement bénévole et plus de 1500 adhérents. Donc c'est vrai que ça fait quand même 15 ans, malgré mon jeune âge, que je suis engagé, mais j'estime qu'il est de notre responsabilité que de se mouiller et de ne plus accepter de subir, parce qu'en France, croyez-moi, le climat en devient délétère et le pays de la liberté d'expression est en train de perdre ses lettres de noblesse. Très bien, on reviendra pour parler de ça juste après cette page publicitaire. إذن مشاهدينا فاصلوا ونعود لاستكمال بقية هذا الحوار وبقية هذا الموعد. بكم مجددا مشاهدينا، إذا نعود لمواصلة هذا الموعد ولمواصلة نقاشنا مع إسماعيل. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Je vous en prie. Alors, juste avant la page publicitaire, on parlait de vos positions par rapport à la cause palestinienne ainsi que l'acharnement que vous subissez en France. Exactement, et comme j'expliquais aujourd'hui, l'objectif, et pas que des politiques, hein, ils sont nombreux sur la sphère, sur la scène publique, à nous prendre pour cible, c'est d'invisibiliser et de criminaliser aujourd'hui la cause palestinienne. Et donc, par exemple, lorsqu'on se rend compte qu'une avocate franco-israélienne se permet d'aller bloquer les convois humanitaires de Gaza, bien on ne dit rien, allant jusqu'à dire sur certains plateaux télé qu'il existerait en Palestine des terroristes de 10 mois. De qui se moque-t-on? Et donc moi, ce qui m'insupporte et me surprend qu'à moitié, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'exécutif ne saisit jamais la justice sur ces cas-là précisément. Et c'est une faute d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est en train, avec le collectif que j'ai créé, d'envisager des poursuites de l'exécutif français pour complicité, puisqu'en fait, il faut savoir que lorsque vous avez écho de faits délictueux et que vous êtes dépositaire de l'autorité publique, l'article 40 du Code de procédure pénale français vous impose de faire un signalement aux autorités compétentes. Donc c'est quand même dingue. Et d'ailleurs, je me permets aussi une petite anecdote qui va en dire long sur la manière dont sont traités aujourd'hui les Palestiniens et les pro-palestiniens. Vous avez un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Omar, qui est actuellement avec sa maman à Rafah, qui a perdu ses 2 frères et sœurs. C'est un franco-palestinien. Ah oui, il a reçu un éclat d'obus, sa plaie s'infecte, il a besoin de soins en urgence. Et les autorités françaises ont condamné l'exécutif français en disant « vous avez l'obligation de leur laisser 2 laissez-passer ». La ministre des Affaires étrangères n'a pas jugé bon de respecter une décision de justice. Ces gens-là ne sont pas au-dessus des lois, ils sont censés la faire appliquer. Donc j'apporte d'ailleurs mon total soutien à leur avocat, qui est Maître Nabil Boudi, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse ramener ce gamin de 3 ans en France. Donc pour vous dire, il y a un manque d'humanité qui est criant et il est de notre responsabilité, même si ça nous coûte cher, hein, parce qu'on est boycotté au niveau professionnel, il y a des impacts sur notre vie aussi personnelle, nos familles sont touchées, mais il est de notre responsabilité de faire tout ce qu'on peut faire, et croyez-moi que c'est peu, pour défendre ce peuple palestinien qui quand même mérite au moins ça. À ce propos, vous avez même écrit à l'Élysée pour demander de rendre hommage aux victimes palestiniennes. Est-ce que vous avez eu une réponse? Alors, officiellement, je n'ai pas reçu de réponse. Effectivement, aujourd'hui, en France, au moment où je vous parle, se tient un hommage national aux victimes franco-israéliennes. Et donc, j'ai écrit au président de la République afin de dire qu'il était absolument scandaleux que l'on mette de côté les victimes franco-palestiniennes qui sont mortes sous les bombardements de l'armée la plus immorale du monde, à savoir Tsahal. Et je lui ai envoyé une copie de ce courrier par WhatsApp. Et 3 jours plus tard, on apprend que l'Élysée, donc à travers France Info, envisage enfin cet hommage national aux victimes franco-palestiniennes. Et c'est sûrement dû au buzz qu'a provoqué justement cette publication sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste. Un partage, un like, un commentaire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il est essentiel de donner de la force à toutes les voix des causes justes. Et la cause palestinienne en est une. Et si on parlait du rôle que jouent aussi les réseaux sociaux par rapport à la cause palestinienne? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. J'ai appris hier la possibilité de mon bannissement définitif de certaines plateformes face à mon contenu.
Vous avez en Europe une loi qui est passée le 28 août dernier qui s'appelle le DSA. Le DSA impose aux plateformes telles TikTok, Twitter devenu X, etc., l'obligation de se mettre en conformité avec certains positionnements des États membres. En réalité, nous n'avons jamais eu autant de censure sur ces plateformes que depuis que le DSA existe. Et donc, nous n'avons plus le droit, par exemple, d'expliquer à travers des vidéos notre soutien à la cause palestinienne. On continue à le faire. Parfois, on est même placé en garde à vue pour nos propos. Me concernant, j'en ai fait 30 heures. Hein. Donc, c'est dire les proportions que ça prend. Mais les réseaux sociaux ont permis de montrer que la cause palestinienne a gagné la bataille de l'opinion publique. Et ça a permis d'ouvrir les yeux à bien des gens qui ne connaissaient rien, justement, à ce génocide, disons-le clairement. Et donc, oui, les réseaux sociaux ont un rôle éminemment important. Et juste une petite phrase coup de gueule. Moi, ce qui me gonfle par-dessus tout, ce sont ces influenceurs de la communauté qui plus est, qui, par peur de perdre leur compte, décident de fermer les yeux sur la cause palestinienne et de ne pas sensibiliser. Il est de notre responsabilité collective que de le faire. Et chacune et chacun est libre, bien évidemment, d'agir comme il le souhaite. Et moi, en tous les cas, tous les matins, je peux me regarder dans une glace. Parfait. Il y a aussi une manière de le faire sans se retrouver face au problème de se faire bannir des réseaux sociaux. Certainement, en utilisant les outils juridiques à notre disposition. Et c'est là aussi toutes les démarches que moi j'essaye de mettre en place parallèlement aux réseaux sociaux. Donc on essaye, et j'essaye personnellement, de jouer sur un maximum de tableaux, parce qu'il n'y a pas de petites opérations, surtout concernant ce genre de drame humanitaire. Très bien. Ismaël, vous êtes franco-algérien. Si on parlait du rôle de la diaspora, qui connaît quand même un dynamisme sans précédent ces dernières années, d'une part, et d'autre part, on parlera également de l'intérêt que portent aujourd'hui les autorités algériennes à ces enfants qui se trouvent à l'étranger. Alors concrètement, je vous le dis, je n'ai jamais entendu autant de franco-algériens expliquer qu'ils souhaitent revenir en Algérie. C'est factuel. Aujourd'hui, il y a un climat délétère dans mon pays, à savoir la France. Et effectivement, surtout quand vous êtes musulman, hein, c'est la double casquette algérien et musulman, c'est double handicap en France aujourd'hui. Et donc, factuellement, je me rends compte que la jeunesse algérienne qui aujourd'hui vit en France a une volonté d'y investir et surtout de promouvoir la culture algérienne en dehors des frontières justement algériennes. Donc c'est quelque chose de très positif parce qu'effectivement, c'est un pays qui a une lourde histoire, une histoire magnifique, un patrimoine culturel énorme. C'est un beau pays, l'Algérie. Clairement, et je peux en témoigner, là, je me régale ici, j'ai repris des couleurs et tout va bien. Mais c'est vrai que ça fait une petite parenthèse, mais le militantisme n'est jamais loin. Et à côté de cela, je dois aussi reconnaître que l'exécutif algérien, à travers la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, met en place des dispositifs extrêmement attractifs pour aussi inciter la diaspora à revenir. Je pense par exemple aux dispositifs d'aide extrêmement colossaux pour tout ce qui est développement sur le domaine de l'agriculture, la permaculture, etc., sur les questions environnementales, sur les questions de la finance, etc. Donc l'Algérie aujourd'hui, en étant totalement factuelle, a un potentiel d'expansion économique qui est sans commune mesure par rapport, je pense même ne prendre aucun risque en disant à tous les autres pays du monde. D'accord, vous avez parlé des décisions, des mesures prises en faveur de la diaspora algérienne à l'étranger. On parlera également de l'appel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la diaspora, et qui veut en faire d'ailleurs un levier pour les relations bilatérales. Bien sûr, c'est extrêmement important, créer des ponts justement, et puis faire en sorte que la diaspora comprenne qu'elle a un rôle éminemment important pour lutter contre toutes les propagandes. Comme tout à l'heure, je vous disais que par exemple sur cette question du drame humanitaire qui se joue aujourd'hui en Palestine occupée, en Palestine et donc plus précisément aussi à Gaza, que le président algérien était le plus ferme sur la scène internationale. Qu'il est aujourd'hui, à travers ses porte-paroles, l'un des plus actifs, pour ne pas dire le plus actif. Eh bien, ça a pour résultat que l'Algérie est prise pour cible, qu'elle a un nombre d'ennemis énorme et qu'il est du rôle de chaque enfant de ce pays que de défendre l'Algérie de manière générale et puis de faire en sorte de lutter contre toute forme de propagande. Parce que croyez-moi que beaucoup s'en donnent à cœur joie et je pense que cette prise de conscience, elle est concrète aujourd'hui au sein de la diaspora, en tous les cas en France et même je pense au-delà.
Je profite d'ailleurs de votre présence avec nous aujourd'hui pour parler de comment peut-être amener aujourd'hui la diaspora algérienne à jouer pleinement son rôle ici en Algérie. Et c'est une très bonne question. Je pense que, de toute façon, je vous parlais de prise de conscience, elle est là. Les dispositifs d'aide dont je parlais tout à l'heure, pour parler vraiment que du développement économique, c'est un des premiers leviers. Aujourd'hui, l'Algérie casse les codes et montre qu'elle est un pays développé, qu'elle est un pays où il y a énormément d'opportunités. Et je pense que là où il faut jouer, c'est sur les questions aussi touristiques et sur la communication pour faire en sorte que ces informations arrivent aux oreilles de la diaspora. Parce qu'effectivement, on se rend compte, en tous les cas, moi je m'en rends compte en France, que les dispositifs d'aide que j'ai pu citer et bien d'autres certainement que moi-même peut-être j'ignore, ne sont pas forcément connus du grand public et plus précisément de la diaspora algérienne. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'une bonne communication pourrait faire comprendre qu'il y a une espèce de rapport gagnant-gagnant. Oui, l'Algérie doit pouvoir compter aujourd'hui sur l'intégralité de ses enfants pour participer à la fois à sa défense, mais également à son expansion économique. D'accord, dans l'essor économique. Très bien. Peut-être une dernière question. Quels sont les projets d'Ismaël Boudiekada aujourd'hui? Alors, je profite de votre invitation pour annoncer pour la première fois donc, à la télévision algérienne le fait que j'ai pris la décision de me présenter sur la 9e circonscription des Français de l'étranger pour représenter justement les Français qui sont aujourd'hui en Algérie à l'Assemblée nationale française. Permettez-moi une comparaison. Vous avez aujourd'hui, quand on parle d'Israël, un certain Meir Habib qui s'en donne à cœur joie pour criminaliser le peuple palestinien, pour les présenter comme des terroristes, pour défendre corps et âme les intérêts d'Israël au sein de l'Assemblée nationale, si bien que parfois on doute même du fait qu'il soit à l'Assemblée nationale ou à la Knesset. Et donc de ce point de vue-là, j'estime de mon côté qu'il manque une voix forte, une voix sans ambiguïté pour défendre les intérêts de cette circonscription de manière ferme au sein de l'Assemblée nationale et surtout pour faire face à ce genre de personnages. Je vais m'abstenir du mot que j'ai en tête, qui pour le coup sont extrêmement odieux et qui ne méritent pas l'écharpe tricolore qu'ils portent. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que l'opposition à ce genre d'énergumène est relativement muette et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Et au-delà de ça, la manière dont les musulmans en France, les Algériens et pas que, sont traités, la manière dont on nous manque de respect, c'est dû au fait que nous ne sommes pas organisés. Et il est peut-être venu le temps d'arrêter d'avoir cette espèce, je me permets l'expression, de syndrome du colonisé et de prendre nos responsabilités. Donc effectivement, j'estime que la diaspora a toute sa place au sein de l'Assemblée nationale et c'est là aujourd'hui toute ma démarche. Très bien. Merci beaucoup Ismaël pour tous ces détails et bon courage dans vos missions. Barakallahu fik, ça fait plaisir. Je vous en prie, merci à vous. إذا مشاهدينا نعود الآن لمواصلة